Bonjour à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Bienvenue sur islamconversion.com, le site dédié à présenter le message de l'islam au public non musulman et à aider les personnes converties à cette religion. À cet effet, nous recevons aujourd'hui Julien qui est converti à l'islam depuis 5 ans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Julien. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Julien, est-ce que tu pourrais expliquer pour quelles raisons tu es devenu musulman ? Donc en ce qui me concerne, moi j'ai appris en gros à connaître l'islam quand j'ai poursuivi mes études à l'IUT d'Orsay. Parce que j'y ai rencontré là-bas 2 personnes de confession musulmane, un garçon ainsi qu'une fille qui s'appellent respectivement Anas et Sana. Et on discutait souvent de Dieu, de l'islam ou même d'autres religions éventuellement, mais moi j'étais vraiment convaincu de l'inexistence de Dieu. J'étais intimement convaincu qu'après la mort, il n'y avait plus rien, que c'était le vide complet, plus d'âme, plus aucune sensation, plus rien, quoi. J'étais juste dans un trou et puis que c'était fini définitivement, quoi. Et donc ces 2 personnes-là, je les ai côtoyées pendant 2 ans à l'IUT, et au bout de ces 2 ans d'années d'études, j'ai vu avec le frère, là, Anas, s'il pouvait éventuellement m'emmener chez lui pour faire un voyage au Maroc, mais juste avec l'intention de voyager, de visiter le Maroc, quoi. Et lui, donc, il habite à Kénitra. Il nous a débrouillé donc il a accepté de m'inviter chez lui dans sa maison à Kénitra. Et il nous a débrouillé les billets donc on est parti en car ainsi qu'en bateau. Et puis le problème qu'il y a eu, c'est que les cars qu'on a eu, on a 2 cars qui ont circulé ensemble, qui ont fait le voyage ensemble. Ils ont eu constamment des problèmes, des pannes. On n'arrivait pas à avancer, quoi. Donc on a mis environ 3 jours pour arriver à Kénitra, au lieu normalement d'une journée et demie. Je vous en passe des petits malheurs qu'on a eus, mais le fait est qu'on a réussi à arriver à Kénitra entier, quoi, tout s'est bien passé, alhamdulillah. Et puis une fois donc arrivé à Kénitra, à Bonport, c'est son père qui m'a accueilli vraiment comme si j'étais son fils. Il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. Une fois arrivé chez lui, je manquais jamais de rien. Je pouvais prendre ma douche avec de l'eau chaude. Il me donnait toujours à manger. Vraiment, j'étais vraiment accueilli comme son fils, quoi. Et puis lui, donc son père, il me parlait souvent de Dieu. Et à chaque fois, je rétorquais la même chose, la science pour expliquer ceci, ou la science pour expliquer cela. Et donc, il voyait que j'étais assez ferme dans ma position. Et quand il voyait que vraiment, il ne pouvait plus me parler de Dieu, il s'arrêtait, simplement. Et puis, donc, j'ai beaucoup aimé ce voyage, parce que vraiment, ils ont été très gentils avec moi. Et puis, arrivé à la fin du temps imparti pour moi, quoi, je suis reparti tout seul vers la France, une fois le voyage terminé au Maroc, après toutes mes visites. Et donc, j'ai pris un autre billet de car, quoi. Donc, je suis retourné en car et en bateau jusqu'en France. Et je suis parti la veille, en fait, de mon départ. Je ne sais pas ce qui m'a pris au fond de moi. J'ai eu une sorte de pulsion. J'ai ressenti le besoin de me cacher dans la chambre dans laquelle j'étais, et j'ai fait une raka tout seul. En fait, je ne savais pas du tout prier, je ne savais pas faire les ablutions, je ne connaissais rien sur la prière, mais j'ai quand même eu besoin de me prosterner pour Dieu, et je lui ai demandé, étant donné les problèmes vécus lors du voyage à l'aller, de bien vouloir m'aider pour le voyage du retour sans qu'il y ait aucune contrainte, aucun problème. Le lendemain matin, pour prendre le car, je rencontre un homme qui s'approche de moi avec sa fille, et il me demande de bien vouloir aider sa fille qui voulait aller à Paris pour qu'elle puisse trouver son chemin. Alors j'ai accepté, je lui ai dit d'accord, je pourrais aider ta fille, et je lui montrerai son chemin pour qu'elle puisse s'en sortir une fois arrivée à Paris. Et donc je fais connaissance avec cette fille-là, je prends le car avec elle pour aller jusqu'à Tanger. Une fois arrivé à Tanger, on nous demande de passer de montrer le passeport et ainsi de donner un papier à la police, à la douane, quoi. Le truc qu'il faut savoir, c'est que dans le car, moi, j'ai pensé que le numéro de mon passeport était faux. J'ai pensé que je m'étais trompé en l'écriture de mon numéro de passeport. Et un homme s'est levé dans le car et il nous a demandé qui veut un de ces papiers qu'on donne à la police pour pouvoir passer la douane, quoi.
Alors j'ai réclamé un papier, j'ai acheté 5 dirhams, et puis j'ai recommencé à écrire le numéro de passeport avec mon nom, prénom, etc. Et ce papier-là, je l'ai mis dans ma poche. Alors que tous les autres papiers que j'avais, je les avais mis dans une espèce de... Donc tout ce qui est papier, identité, argent, tout ça, je les avais mis dans une poche qu'on met sur le ventre qui se tient à plat sous le t-shirt. Et donc je passe correctement la douane marocaine, je montre mon passeport, je donne le papier, un des 2 papiers que j'avais à la police. Les 2 papiers étaient en fait corrects, je m'en suis aperçu plus tard. Tout se passe bien, je prends le bateau avec la fille, et puis je me dis, la pauvre, les valises, ses valises, celles-là, elles sont lourdes, je vais l'aider à porter ses valises. Je l'aide à porter ses valises, et en faisant ce geste, je me rends compte que mon petit sac banane, quoi, avait disparu. Donc ça veut dire que j'avais perdu toutes mes pièces d'identité, tout mon argent, j'avais plus rien. Donc j'arrive au final en état de stress quand même, assez intense, quoi. J'étais mal, quoi. J'arrive à la douane espagnole, je rencontre le douanier, une fois arrivé mon tour, et je lui explique en langue anglaise que j'avais plus rien, mais que pourtant je suis bien français, que j'étais prêt à tout lui démontrer, à tout faire pour lui expliquer en fait que j'étais français, quoi. Et il me dit non, toi tu vas t'asseoir là-bas à côté et tu attends que je fasse passer tous les autres, ensuite je m'occupe de toi. Alors je m'assois, je prends ma valise et je m'assois et j'attends donc environ 3/4 d'heure, si je me souviens bien, qu'il fasse passer les gens. Au bout de ce 3/4 d'heure-là, un policier arrive et il me dit, tu vois le policier ici, tu le suis, il te ramène au Maroc. Et j'ai essayé de négocier, mais pas de discussion. Donc j'ai suivi le policier. Et puis en marchant vers le bateau, je me suis dit, ça y est, là, je suis mort. J'ai vu les gens à Kénitra, parce que Kénitra c'est c'est une ville assez pauvre. J'ai vu des gens mutilés, des gens qui vraiment étaient dans le besoin. Et je me suis dit, moi qui suis français, qui parle même pas l'arabe, je suis contraint à retourner au Maroc. Je pourrais même pas retourner au consulat de France parce qu'il me semble que pour aller au consulat de France, il faut au moins présenter un papier d'identité. Donc je me suis vu devenir clochard, quoi, dans un pays dans lequel je parle pas la langue. Et donc je me suis dit, je vais mourir. Simplement, je vais droit vers la mort, quoi. Et puis en marchant avec le policier, les gens m'ont donné 300 dirhams quand ils ont vu que j'allais vers le Maroc. Et j'ai eu une chance inouïe. C'est on va dire un des premiers miracles. La passerelle du bateau s'est relevée. Et je me suis dit à ce moment-là que finalement je pourrais encore essayer de négocier avec le douanier en vue d'aller en France, quoi. J'ai repris un peu d'espoir. Donc je suis retourné dans l'autre sens vers l'Europe, quoi. Et il faut savoir aussi que les gens m'ont donné 80 € quand j'allais vers l'Europe, au moment où j'étais avec le douanier. Donc je retourne vers ce douanier-là, et là, c'est le deuxième petit miracle qui se produit. Je tombe sur une femme parmi les douaniers qui parlait couramment français, ce qui est vraiment pas commun en Espagne. D'habitude, ils parlent tous qu'espagnol, quoi. Ou anglais, donc je pensais parler anglais, mais non. Celle-ci, elle parlait couramment français, et elle me dit, toi, il paraît que tu es français et que tu as perdu tous tes papiers. Alors je lui réponds oui, c'est la vérité. Et elle me dit, mon fils, il lui arrivait exactement la même chose qu'à toi. Alors j'étais surpris, je me dis, elle parle français, elle me dit que son fils, il lui arrivait la même chose qu'à moi, et elle me demande en plus, derrière ça, de bien vouloir aller dans son bureau pour qu'on puisse en parler. Alors là, j'ai repris vraiment beaucoup d'espoir en vue de me sauver la vie. Et donc elle m'a longuement interrogé. Elle me posait des questions du style où est-ce que tu vis, comment s'appellent tes parents, dans quel lycée est-ce que tu as fait tes études, etc. Elle voulait vraiment me faire parler français, j'avais bien compris la chose, et donc moi-même je parlais beaucoup. J'essayais de bien lui faire comprendre que j'étais français, quoi. Puis au bout d'environ 20 minutes, elle me demande, est-ce que vous n'avez quand même pas un papier d'identité qu'on puisse effectivement voir que vous êtes français? Et je lui ai dit non, le seul papier que j'ai, c'est celui qu'on donne à la douane marocaine, celui-là qui était resté dans ma poche. Elle me dit oui, mais ça, c'est pas une pièce d'identité. Et je lui dis je sais, mais c'est le seul papier qui me reste. Et le douanier en question, qui m'avait dans un premier temps demandé de retourner au Maroc, je le vois arriver avec une feuille blanche et un stylo. Alors j'ai tout de suite compris qu'il allait me demander de réécrire mes prénoms, nom de famille, etc. J'ai regardé comment j'avais fait mes lettres. J'avais bien observé comment j'avais fait mes lettres.
Je lui ai donné le papier de la douane. Il a effectivement demandé à ce que j'écrive mon nom, mon prénom, toutes ces choses qu'on écrit sur ce bout de papier. Et j'ai tout retranscrit de la même manière. Et puis, il a comparé les écritures. Il m'a dit « Ok, c'est bon, t'es français ». On peut dire que c'est un peu un troisième miracle. Alors, je passe j'arrive devant les douaniers qui observent, qui vérifient les valises, qu'il n'y ait pas de produits toxiques ou je ne sais quoi dedans. Il m'ouvre la valise, il me déchire quelques paquets que j'avais scotchés. Enfin bon, bref, c'était un peu devenu le désordre dans la valise, mais ça n'avait vraiment plus d'importance pour moi, puisque de toute façon, j'étais vivant et j'étais enfin en Europe. Et puis donc, je prends ma valise, je me dirige vers tous les cars que je vois, et je cherche l'un d'entre eux dans lequel serait écrit Paris. Je finis par trouver un car sur lequel était une pancarte sur laquelle était écrit Paris, et je demande au chauffeur de bien vouloir me prendre, avec lui et ses passagers. Il me dit, d'accord, mais il faut, avant que tu ailles sur le groupe Eurolines, qui se situe juste à côté, afin d'avoir un duplicata du billet, quoi. Alors je vais les voir, je leur demande un duplicata, et eux, ils me disent, nous savons que vous avez perdu votre billet. J'étais très étonné, je pensais qu'il fallait que je le démontre, mais non. Ils m'ont dit, oui, nous savons, votre billet a été perdu, voici un duplicata. Pof. Donc j'ai pris le duplicata. Je suis allé retrouver le chauffeur qui m'a attendu, et donc je suis monté dans ce car-là. Une fois dans le car, j'ai pas arrêté de cogiter sur ce qui m'est arrivé. Une fois que la nuit était tombée, quand les gens dormaient, moi, j'arrivais pas à fermer l'œil, à tel point que j'ai fini par avoir des hallucinations. Je voyais sur l'allée centrale du car, je voyais un homme qui dansait, qui essayait de me taquiner un peu, quoi. Et puis, dès que je posais franchement le regard sur lui, je le voyais disparaître. Au bout d'un moment, je me suis dit, le seul moyen de ne plus le voir, lui, c'est de dormir sur l'allée centrale du car. Alors, je me suis mis sur l'allée centrale, et alors que je croyais que je le verrais plus, je le voyais encore, finalement. Il était juste au-dessus de moi, en train de danser encore. Et je lui ai dit, vas-y, danse, moi, je vais essayer de dormir. Et finalement, comme ça, j'ai réussi à me débarrasser de lui, quoi. Et puis, j'achète un peu de nourriture, un peu de boisson, avec les 80 € qu'on m'avait donnés. J'arrive à Paris. À Paris, il était tard, et je sais que la ligne de train que je dois prendre pour arriver chez moi, elle ne circule pas la nuit. Elle circule jusqu'à 2 arrêts avant ma station. Et donc, j'ai décidé de prendre une nuit d'hôtel à Paris et de finalement prendre le train le lendemain matin. Alors, je trouve un hôtel Ibis, si je me souviens bien, le moins cher que j'avais trouvé. Je me souviens que j'étais pouilleux, je devais pas sentir bon, j'avais tellement été éprouvé. Par contre, le trajet s'était bien passé, quoi. Mais j'étais mal dans ma tête, quoi. Et donc, l'hôtel Ibis a accepté de me donner une chambre. Donc, j'ai passé la nuit d'hôtel à Paris. Le lendemain matin, j'achète des billets pour le métro, puis le train. Et j'arrive enfin à la station que je souhaitais arriver pour aller chez moi. Sauf qu'il manque encore 3 km à faire à pied. Et avec ma valise, j'ai trouvé ça difficile. Puis donc, j'ai pris la décision de faire du stop. Je suis tombé sur un jeune homme là, qui m'a accepté dans sa voiture. Donc je suis monté avec lui. Et alors que la limitation devait être, je sais plus, 70, 90, en tout cas lui il roulait vraiment à 120 environ, sur des petites routes de campagne. Et j'ai cru que j'allais mourir, parce que je le voyais aller vraiment trop vite. Et je me suis dit dans ma tête, après tout ce que j'ai subi, la perte de mes papiers, etc., j'ai finalement réussi à m'en sortir jusque-là, je vais quand même pas mourir maintenant, ce serait bizarre, quoi. Et puis donc, il n'y a pas eu de problème, il m'a emmené jusque chez moi. Là, je sors de la voiture et je me pose et je regarde ce qui me reste. Et j'ai constaté cette curiosité de voir qu'il me restait juste une pièce de 1 €. Ça veut dire que, enfin en tout cas c'est comme ça que je le prends aujourd'hui et c'est comme ça que je l'ai pris depuis toujours. Je me suis dit, Dieu m'a donné exactement la somme dont j'avais besoin pour rentrer chez moi. En fait, j'ai fait une prosternation la veille du départ en demandant à Dieu de bien vouloir m'emmener chez moi sans problème. Et alors que j'étais confronté à des problèmes qui auraient pu me donner la mort, en tout cas c'est ce que j'ai pensé, eh bien j'ai eu on va dire miracle sur miracle, même si c'est peut-être pas forcément de vrais miracles, mais j'ai eu beaucoup de choses positives qui se sont passées, de sorte que j'ai pu rentrer chez moi finalement sans contrainte.
Et j'ai pu dépenser exactement la somme d'argent dont j'avais besoin, à l'euro près. À cette famille-là qui m'a accueilli chez elle au Maroc, la mère de famille, elle m'avait dit « Toi, je te trouve gentil. Et je te demande de bien vouloir de bien vouloir lire le Coran et de me promettre même de le lire. » Alors je lui ai dit « Oui, d'accord, j'accepte. Je promets, un jour je lirai le Coran. » Donc j'ai poursuivi mes études après tout ça. Bref, j'ai poursuivi mes études. Je me suis retrouvé dans la même promo, enfin en quelque sorte, avec la fille là, Sana, dans ses études dans lesquelles on a continué ensemble, quoi. Et puis elle m'a via l'ordinateur là, elle m'a transmis des fichiers de Coran. Et j'ai écouté, c'était la sourate Yusuf. Et j'avais tellement aimé cette récitation, qui était, je crois, interprétée par Ahmed al-Rajmi, que je lui ai demandé de m'en donner d'autres encore. Alors que j'étais plutôt du style à écouter du rock ou de la musique, enfin des bêtises, quoi. En écoutant le Coran, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, je lui ai demandé d'autres fichiers, encore et encore, j'écoutais. Et puis, grâce à ça, finalement, je me suis souvenu de ma promesse de lire le Coran. Alors, je savais qu'il était interdit pour la personne qui n'était pas en état de pureté de toucher le Coran. Donc, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai cherché sur Internet le Coran en langue française, et c'est comme ça que je me suis mis à le lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des études assez scientifiques, et dans ma tête, quand j'ai commencé, avant même de commencer à lire le Coran, je me suis dit, si jamais je trouve un verset qui est contraire à ce que nous dit la science, je ferme le livre définitivement. Enfin, en tout cas, je ne lis même plus, je poursuis même plus la lecture. Je m'arrête là et je considère qu'effectivement Dieu n'existe pas et c'est plié. Je n'en parle plus. Le fait est que du coup, je me suis vraiment concentré dans la lecture du Coran. Je cherchais les failles, je cherchais les contradictions. Et donc, à chaque fois, je lisais les versets les uns après les autres avec beaucoup de soin. Et la chose qui s'est produite, c'est qu'au lieu de dire ça doit être faux, je me disais non, là, oui, ça c'est vrai. Je voyais aucune erreur. À chaque fois que je terminais un verset, je me disais en moi-même, ça c'est vrai. J'ai fini par arriver sur la sourate Al-Imran. Dans cette sourate-là, au verset numéro 7, Dieu, il nous dit, en gros, quoi, en langue française, il nous dit que il y a des versets qui sont clairs et d'autres qui, par contre, peuvent laisser une interprétation diverse. Et du coup, il m'a fait penser à ce que moi-même je m'étais dit avant même de lire le Coran, en cherchant à trouver des failles, quoi. Et j'ai trouvé donc ça extrêmement curieux que alors que moi j'avais pensé ça, Dieu lui-même, il a su que des gens comme moi se diraient ça à l'intérieur d'eux-mêmes, de sorte qu'en fait, on ne puisse même pas en arriver à dire, vous voyez, Dieu n'a même pas pensé à dire ça. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, comme j'avais vu déjà auparavant que tous les versets que j'avais lus étaient vrais, que j'ai trouvé que des choses qui ont confirmé la science plutôt que d'aller dans l'autre sens, je me suis dit, quand j'ai lu ce verset-là, je crois. C'est le moment déclencheur où j'ai dit enfin en moi-même, je crois en Dieu. Et plus tard, c'est une autre sœur qui m'a écrit sur je ne sais plus si c'est un bout de papier ou un ordinateur, enfin bref, elle m'a écrit en phonétique La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Et c'est comme ça que j'ai dit la première fois la shahada et que je suis devenu musulman.